plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Cette citation de Jean-Jacques Rousseau décrit parfaitement le problème des coups de force en politique, communément appelé putsch ou coup d'État. En Afrique de l'Ouest, à l'exception de la République du Sénégal, les coups d'État font partie de la génétique politique des États, surtout dans le Sahel occidental. En 2024, il existe encore des États dirigés par des régiments militaires. En Afrique de l'Ouest, les coups d'État existent sous deux formes. La forme politique consiste en une manipulation des normes constitutionnelles pour exercer le pouvoir à des fins personnelles, comme en Côte d'Ivoire depuis les élections présidentielles de 2020. La forme militaire consiste en une prise de pouvoir par les forces armées républicaines, souvent de manière indéterminée et en contradiction avec les normes constitutionnelles. Le coup d'État militaire est la forme la plus connue, la plus contestée et la plus imprévisible en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans le Sahel occidental. Pour mieux comprendre ce phénomène actuellement, nous allons nous intéresser au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ces trois États sont les principaux pionniers du coup d'État militaire en Afrique noire francophone. Afin d'éviter que l'intervention des militaires dans l'exercice du pouvoir politique transcende les normes constitutionnelles, il est essentiel de porter un regard critique sur l'évolution de ce phénomène afin de comprendre l'importance d'une régulation à ce sujet. Au XXIe siècle, le Sahel est l'un des espaces où le pouvoir civil n'a jamais été exercé pendant plus de 15 années consécutives. En moyenne, tous les 10 ans, les militaires reprennent le pouvoir, interrompant l'exercice régulier par des autorités civiles. Cette situation pourrait justifier le manque d'expérience de la classe politique qui n'a pas encore eu l'occasion de consolider plus de 2 décennies de pouvoir civil cumulé. En Afrique de l'Ouest, seule la République du Sénégal a cumulé plus d'un demi-siècle d'exercice de pouvoir politique par les civils. Le Bénin est également sur la bonne voie, avec plus d'un quart de siècle de stabilité politique et civile. Le véritable défi reste à venir dans le Sahel occidental, où le système politique se militarise davantage. Il est donc essentiel de comprendre les enjeux liés aux causes et aux conséquences de l'intervention militaire dans l'exercice du pouvoir politique. La prévention des coups d'État passe nécessairement par la mise en place
de véritables mécanismes de gestion des crises politiques et la promotion d'un dialogue constant entre la majorité et l'opposition afin de créer les conditions nécessaires à une gouvernance civile durable. Depuis les indépendances, les forces armées ont justifié leur prise de pouvoir par des motifs stratégiques pour légitimer leurs actions auprès des populations. Bien qu'elles soient initialement perçues comme des sauveurs, la répétition de leurs interventions de sauvetage alimente régulièrement l'incapacité des gouvernements civils à gérer efficacement les affaires publiques et politiques. Avant l'année 2000, les coups d'État étaient souvent motivés par une mauvaise gestion publique, un autoritarisme excessif ou des tensions au sein de l'armée. Après la période des conférences nationales souveraines des années 1990-2000, les sociétés civiles ont réclamé le pouvoir civil. Mais depuis l'an 2000, de nouveaux prétextes sont apparus pour justifier les interventions militaires sur la scène politique. Au Niger, jusqu'à l'an 2010 et au Burkina Faso en 2014, les militaires étaient déjà intervenus pour contrer les prolongations de mandats anticonstitutionnels. Au Mali, depuis l'année 2012, l'insécurité et la rébellion ont alimenté les coups d'État. Aujourd'hui, le terrorisme et l'insécurité demeurent les principaux justifications des putsch dans le Sahel. Bien que des tensions internes à l'armée aient aussi joué un rôle, notamment au Mali et au Burkina Faso. Dans le Sahel, le terrorisme et l'insécurité servent aujourd'hui d'alibi pour justifier l'intervention militaire dans le politique. Certes, l'armée est techniquement habilitée à défendre la nation contre les agressions, mais cela n'a rien d'exceptionnel. C'est sa mission naturelle. Bien que les régimes militaires aient parfois changé de méthode et de partenaire dans la lutte contre le terrorisme, cela n'a pas eu à l'élimination des menaces terroristes. Ainsi, la lutte contre le terrorisme ne peut se résoudre d'un coup d'éclat ou par la seule force militaire. Le pouvoir militaire est en principe un attribut du pouvoir exécutif. C'est par essence le domaine régalien du chef de l'État. En d'autres termes, l'armée est le bras valide rattaché aux mains du pouvoir exécutif. En effet, lorsque des militaires se rebellent contre un chef d'État, il s'agit là d'une crise interne au sein du pouvoir exécutif. Pourtant, cette anomalie entraîne souvent le blocage de toutes les lois et institutions de la République.
Finalement, lorsque le pouvoir exécutif est dirigé par des militaires, le pouvoir législatif est généralement suspendu et le pouvoir judiciaire souvent se métamorphose. Il est important aujourd'hui de reconnaître que tout système politique basé sur l'accumulation factice des pouvoirs législatifs et judiciaires aux mains du pouvoir exécutif est une aventure ambiguë. C'est pourquoi le militarisme ne doit jamais être érigé en un système politique à l'image du parlementarisme ou du présidentialisme. D'ailleurs, il y aura toujours un alibi pour justifier des coups d'État militaires, car les États sont toujours en situation de crise, que ce soit sur le plan alimentaire, climatique, éducatif, social, économique. Ainsi, il faudra nécessairement éviter à long terme que les putschs soient la seule alternative à tous nos problèmes non réglés par la voie politique. Au final, la majorité des militaires deviennent des hommes politiques après un coup d'État. Il est vrai que tout le monde est libre d'être présidentiable, mais il est plus facile d'être élu président après avoir réussi un putsch. Parce que jusqu'à présent, aucun militaire n'a jamais échoué aux élections organisées à l'issue d'un putsch. Il est aujourd'hui important que les États cessent de confier la régulation des coups d'État à des institutions supranationales, sous-régionales, telles que la CEDEAO. D'abord, le mécanisme de prévention des coups d'État repose entièrement sur l'armée. En dehors des coups d'État déjoués par l'armée elle-même, aucune autre institution républicaine ne semble pouvoir contrecarrer un putsch. Ensuite, le militarisme est sans contrepoids. Le seul moyen de contrer un putsch militaire, c'est un autre putsch. Enfin, les auteurs des coups d'État militaires bénéficient souvent d'une amnistie constitutionnelle leur garantissant une immunité générale. Alors, s'il est normal qu'un président en fonction puisse porter le treillis militaire en tant que chef des armées, cela devient anormal lorsqu'un chef militaire occupe le trône présidentiel s'il n'est pas élu. Tout le monde peut diriger une nation à condition que des cadres compétents assurent la continuité administrative. Aujourd'hui, dans le Grand Sahel, le défi le plus important, c'est de pouvoir mettre en place des procédures raisonnables et durables pour désigner nos représentants dans le cadre de l'exercice du pouvoir politique et de faire en sorte que ces voies et moyens soient une coutume à ne jamais déroger.